Je pense que le système arrive à bout de son recrutement. Pendant longtemps, le système utilisait ce que j'appellerais les évêques, c'est-à-dire des singes savants, techniciens, hautains. Moi, j'en avais affronté un qui est Jean-Pierre Levade, qui est un homme dont l'ardoise contre les intérêts français est énorme. Ce sont des gens qui ne savent pas débattre, qui ont une idée assez vague des sciences qu'ils disent maîtriser, mais qui ont tous les airs de l'esprit de sérieux, ce qui vous fait les prendre pour des gens sérieux. Ça, c'était la première génération. Le système avait finalement très peu de gens intelligents. Il lui arrivait encore d'en avoir. Je pense à un homme qui était un grand écrivain, mais qui, aux yeux de la France, est quand même un traître historiquement, qui est Jean-François Degnaud, mais qui est pourtant un très grand écrivain de la mer, et un magnifique écrivain de la mer. Ce que je crois est quand même un grand livre. Mais cette génération-là, ce que j'appellerais des traîtres éclairés, finalement, c'est une génération d'hommes qui a été active dans les années 70-80. Après, vous avez eu les évêques. Ensuite, vous avez eu ce que j'appellerais les flics, à partir de l'appel des vigilants, à partir de gens comme Roger-Paul Droit, etc. Ils se reconnaissent à leur caractère aboyeur, de type anthropologique. Vous vous rappelez peut-être de Marc-Olivier Fogiel. Voilà, si vous voulez, c'est une hyène, l'utilité ethnologique. Ce sont généralement des seconds couteaux qu'on met premier couteau pour leur servilité. Et d'ailleurs, rarement. Si vous voyez les Roger-Paul Droit, tous ces gens-là. Mais eux, ce sont des flics. C'est-à-dire, vous leur donnez un homme à dégommer, vous le dégommez. Le plus célèbre d'entre eux, M. Plenel. Ces gens-là, ils sont difficiles à recruter parce qu'ils sont particulièrement retors. Ils savent, parce qu'ils font beaucoup de salles derrière eux, mais ils savent l'effacer. Si vous voyez la carrière d'Edoui Plenel, c'est ça. Donc, à la fin, c'est des gens difficiles à contrôler et difficiles à produire. Après, là, on est dans les années 90. Dans les années 2000, le système va aller vers ce que j'appellerais les demi-habiles, des gens comme Éric Nolot, qui à la rigueur sont des gens cultivés mais qui n'ont pas les moyens de leur liberté, soit vers des animateurs de banquets, le cas typique étant Ruquier, c'est-à-dire le bouffon procureur. Mais ça, c'est encore des gens qui sont plus intelligents qu'ils en ont l'air, parce que ils ont quand même créé des boîtes de prod. Vous aviez à une époque Ruquier de la rue Ardisson, c'était le trio qui faisait les émissions de Télépoubelle. C'est des gens beaucoup plus intelligents qu'ils en ont l'air. Et parfois qui ont des retours d'âme, parce que justement, ils sont pas aussi cons qu'ils en ont l'air. Par exemple, l'antiprovincialisme chez Ruquier, qui vient du Havre, est quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Là encore, on a baissé de niveau. Et après, le système s'est dit, dans les années 2010, il fallait directement faire appel à des gens qui n'avaient plus aucun surmoi, qui étaient prêts à aller dans le régressif. Ce que Ruquier n'a pas fait, pas de volonté, il n'en a pas les moyens. Parce que faire régresser les gens, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ça, c'était la grande époque Hanouna, dont nous voyons la fin. Vous voyez, TPMP va s'arrêter, etc. Enfin, la fin, non, mais la mutation. Parce qu'il faut aller... Il dit souvent qu'il va s'arrêter, mais... Tout à fait, mais la mutation, parce que justement, vous avez vu que TPMP, en 10 ans, est avant tout arrivé à largement abaisser ses audiences. Parce que c'est très simple, c'est un phénomène cognitif. Quand vous avez un étalon, que ce soit dans le plaisir, dans l'intellectualité, dans le goût, etc., quand vous allez au-delà de l'étalon, ça devient le nouvel étalon. Si vous voulez, toute personne... On s'habitue à... Voilà, on s'habitue, si vous voulez. C'est pour ça que les adolescents essayent des choses en sexualité ou en autre, parce qu'ils cherchent des étalons. Dans la connerie, c'est pareil. Là, on arrive à la fin d'un système, et donc, ce système, pour se réinventer, est allé dans ses propres marges chercher des gens qui ne l'effrayaient pas, dont il n'a pas peur, mais qui sont très difficiles à manœuvrer. Pour une raison, c'est que pour beaucoup, ils portent sur eux d'avoir à faire des soins psychanalytiques assez lourds. Prenez cette brave dame contre laquelle je n'ai rien, et qui a une cause très noble, qui est la cause de la souffrance animale, mais qui la théâtralise de manière malaisante. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que
ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, je rappelle que, et ça, il faut faire un peu de technique, quand vous avez un système totalement herbivore, eh bien, vous tuez des vies tout autant. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous faites pousser des plantes, et que, enfin, pour pouvoir les manger, quand vous faites pousser des cultures, vous utilisez surtout aujourd'hui du phytosanitaire et autres, qui sont des assassins de coccinelles, des assassins d'abeilles, ce qui est extrêmement grave. Alors, je sais que c'est pas glamour. Sur de terre aussi. Surtout, les deux, disons, les deux êtres stratégiques pour l'humanité, qui sont, pour nous, en climat tempéré, les vers de terre. Dans les climats chauds, c'est les termites qui font la même chose. Et de l'autre côté, les abeilles. Alors, je sais que c'est moins glamour, le ver de terre, par rapport au petit veau. Et Dieu sait que c'est mignon, un petit veau. Moi, je viens de la campagne profonde, donc je n'ai pas les yeux qui pétillent d'un petit Parisien. Face à ça, je dis juste que tout système, en réalité, est hybride dans la nature. Je vais vous donner un exemple. On a tous appris que la vache était un animal herbivore. Oui, mais quand elle broute, elle mange à peu près plus de 500 grammes par jour d'insectes. Et son estomac en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'elle les recherche, ça veut dire qu'elle en a un besoin digestif. Oui, donc, si vous voulez, tout est plus compliqué que ça. Paul Ariès, pour une fois, le diable porte pierre, parce que c'est pas quelqu'un que j'ai en haute estime, avait fait un très bon livre sur ces questions-là. La question, c'est pourquoi aller chercher, pour un problème qui est réel, qui est la souffrance animale, aller chercher quelqu'un qui se met à hurler, qui vous fait des parallèles douteux entre les abattoirs de cochons bretons et Auschwitz. C'est douteux. Moi, ma famille a été envoyée à Buchenwald. Je trouve ça un peu douteux. Puis c'est une facilité. Premièrement, c'est une facilité. C'est quelqu'un qui dessert, volontairement ou non, et je pense involontairement dans le cas présent, ces idées, qui sont des idées très nobles. Il y a un problème avec l'élevage intensif, mais c'est quoi le problème de l'élevage intensif? C'est, on demande de la nourriture, de la viande, la moins chère possible et donc de la moins bonne qualité possible, et si notre filière d'élevage n'est pas dans le moins 10 ans, elle se fera détruire par qui? Par les abattoirs allemands à personnel polonais. Voilà. Le vrai problème, là encore une fois, usual suspect, c'est qui? C'est l'Europe. Encore un coup. Donc, moi, le libre-échange. Et le libre-échange, usual suspect. Bon. Donc, si on ne fait pas ça, si on ne comprend pas ça, et si on ne fait pas le nécessaire pour avoir une vraie filière d'élevage où l'animal est traité avec tout le respect que lui donnaient les cultures anciennes, particulièrement dans le cas de cultures qui me passionnent, sont les cultures amérindiennes, et l'animal mérite ce respect-là. Le végétalisme total, ok, mais ça c'est une philosophie d'assassin. Parce que c'est très simple. Demain, l'humanité passe entièrement au vert, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'on va faire un massacre de tous les animaux d'élevage, parce qu'à quoi ils vont servir après? Vous voyez? Donc, qui va prendre ça? Qui va prendre cette responsabilité-là? Pas moi, en tout cas. Or, je remarque que le système va chercher ce genre de gens, pas uniquement pour faire du buzz, c'est pour éviter, par le sentimentalisme, par la théâtralisation, pour bloquer toute tentative d'association d'idées, ce qui est les bases de l'intelligence. Vous avez un personnage tout à fait particulier qui est Laurent Alexandre, dans le même topo. C'est-à-dire quelqu'un qui n'en peut plus de la haine qu'il porte à une partie de l'humanité, qui est son fonds de commerce. Il l'a d'ailleurs reconnu lui-même pour pouvoir se faire mousser, alors que beaucoup de gens qui ont travaillé sur lui savent qu'il a des problèmes personnels avec la médecine. Je crois qu'il a une affaire de famille douloureuse dans ce cadre-là. Et à un moment, quand on a ce genre de positions qui sont intellectuellement des biais, des conflits, il faut peut-être les assumer. La seule chose, c'est pourquoi le système va chercher ces gens-là. Le système va chercher ces gens-là parce qu'aujourd'hui, et malheureusement, contrairement à ce qui se passe dans toute une partie du monde, et je pense à l'Asie orientale particulièrement, le débat en Occident se fait par normalisation-humiliation. C'est-à-dire, on essaye de normer
par, comment dire, des associations d'idées totalement hystérisantes, c'est-à-dire on se met à hurler, on fait de la sentimentalité, il n'y a plus aucune place pour l'architecture d'un raisonnement. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire une majeure, une mineure et une conclusion, vous n'en avez plus la possibilité. On criminalise ce système-là jusque dans nos rangs, hein, parce que aujourd'hui on a aussi une montée là-dedans par mimétisme dans le camp national, c'est-à-dire de gens qui ont de moins en moins d'arguments et, mis à part une certaine beaufrie. Et ça, c'est la normalisation. Et après, vous humiliez, et ça, c'est l'anti-intellectualisme, je dirais, de tous les régimes qui n'utilisent pas, qui confondent vitalisme, donc la mise en avant des caractères vitaux, qui c'est quelque chose de positif, ce que j'appellerais le primalisme, c'est-à-dire de mettre le caractère primaire en avant. Vous voyez, et je pense que c'est ça qui est en train de nous emporter tous, cette vague anti-intellectualisme qui est l'aspect farcesque de ce qu'elle était dans les années 30 ou dans les années 70 avec les gauchistes. Là, c'est la même, la bouffonnerie en plus, le festivus en plus, comme dirait Philippe Murray. Et le problème, c'est que face à ce déferlement de boue et de conneries, et c'est là où ça nous emmène tout droit, il n'y a qu'une seule alternative. Soit on remet les mots là où ils sont, vous savez, c'est la maîtrise des mots, que ce soit chez Confucius ou chez Cicéron, et on essaye de remettre de l'intelligence. Le problème, c'est que remettre de l'intelligence face à la force hors du commun de la connerie, c'est arrêter la mer avec les mains. Sinon, il y a une autre alternative, qui est celle vers laquelle on nous pousse gentiment, qui est soit l'effondrement psychologique des populations, c'est-à-dire une sorte d'asile mental où chacun va être empêtré dans sa psychologie, ses névroses et la connerie ambiante. C'est-à-dire qu'on va osciller entre médiocrité et mal-être, et de l'autre côté, la violence. C'est les signes avant-coureurs d'une très grande fatigue d'exister, civilisationnelle. Face à ça, oui, la violence peut être fondatrice. Je n'appelle à rien, je constate. Hein, je préfère un barbare séminal à un comique dégénéré. C'est mon droit et c'est mon choix. Ok ? Néanmoins, j'espère qu'il y a encore quelque chose et j'espère que les gens sensés vont réagir et pourront réagir. Car sinon, ça ne sert plus à rien de faire du débat public, vu que théoriquement, le débat demande la démonstration. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la monstration. C'est tout. Et je le dis depuis... Quand je vois aujourd'hui certaines émissions de télé, je me dis, moi, ma maman a travaillé avec des handicapés moteurs et cérébraux et beaucoup d'handicapés, disons, de gens qui avaient un retard mental et pourtant des forces d'hommes adultes. Plus ça va, plus je me dis qu'il va falloir leur parler comme ça, tout doucement, essayer. On va être comme dans la salle d'attente d'un hôpital, quoi. Ça va être, c'est une forme, on s'en rend pas compte, mais c'est une forme de psychiatrisation de l'ennemi. C'est-à-dire, on ne vous fait plus entrer en hôpital psychiatrique, on vous fait garder par des fous, si vous voulez. C'est une nouvelle forme c'est une hypothèse de travail. Je ne dis pas que c'est ça, j'espère que non. Mais je pense que ça peut être vu comme une nouvelle forme de psychiatrie punitive. Et comment, si on se retrouve face à une de ces personnes qui démontrent ces signes-là, comme Solveig ou comme Laurent Alexandre, comment y faire face en gardant son calme et possiblement en remportant la confiance? Là, faut être des grands maîtres. Hein. Moi, quelqu'un que j'admire beaucoup dans son art de la communication, c'est Florian Philippot, parce que de rester calme face à ces gens-là, alors que vous auriez envie de mettre en branle la machine à baffe, et que souvent, anthropologiquement, vous en avez les moyens, ce que pas, parce qu'il faut être honnête qu'on a affaire à des avortons, qui sont d'autant plus méchants qu'ils n'ont pas les moyens de leur méchanceté. Mais je pense que ça, il faut éviter à tout prix, il faut essayer de leur parler le plus calmement possible. Il faut plus hésiter, parce que chacun a des dossiers sur l'autre, il faut plus hésiter à les sortir, et surtout, vous haussez le ton, mais après eux. Il faut pas les laisser hausser le ton tout seuls. Parce que de toute façon, pour eux, ils sont dans un phénomène qui est très proche de l'étude de l'éthologie, de l'étude du comportement animal. Ils font comme font les petits chiens. Pour ceux qui...
Moi, j'ai toujours eu les deux, les gros chiens, les petits chiens. Les petits chiens font ça pour se rassurer. Donc, il faut les suivre, mais tout doux. Et surtout, essayer de toujours avoir à l'esprit que finalement, plus vous vous concentrez sur cette cible-là, plus vous perdez. Il faut espérer qu'il y ait des gens avec un minimum de bon sens qui regardent encore la télé au moment où vous les affrontez. Et vous vous adressez aux gens, vous vous adressez pas à eux. Et surtout, ça, je l'ai beaucoup observé dans les lynchages, parce que j'ai accompagné Éric Zemmour. J'ai été aussi avec notre ami Pierre-Guillaume Deroux, malheureusement disparu dans l'affaire Millet. Ne jamais le prendre pour soi. Ils ne vous attaquent pas vous, ils attaquent le symbole que vous êtes en tant que personnalité publique. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à vous attaquer à eux, parce que pour la plupart, il n'y a pas de eux. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de personnalité, il n'y a plus rien. C'est des hommes d'après les hommes, ce sont des formes vides, ce sont des êtres qui sont pure ruse. C'est triste, c'est terrible si on y réfléchit. C'est-à-dire qu'en réalité, le but est de faire comprendre aux populations que le vide est leur avenir. Et que finalement, le vide, c'est bien. Pourquoi ? Parce que vous ne vous sentez plus vivre, ce qui est le mal qui ronge nos compatriotes. Oui, mais justement, c'est bien parce que vous n'avez plus le poids de la vie. Le problème, c'est que si la vie n'a plus de poids, elle n'a plus de saveur non plus. Donc en réalité, là encore, c'est de la psychiatrie punitive, c'est-à-dire que vous savez que les populations, parce qu'elles sont en déficit identitaire, parce qu'elles sont en déficit de rêve, parce qu'on a normé leur imaginaire, parce qu'elles sont en déficit de bonheur, sont malheureuses, et vous, vous allez leur mettre une alternative qui est profite. En réalité, ta névrose, c'est la normalité. Tu n'es pas en mal-être, tu es inclus à une société malade, et inclus-toi, suradapte-toi à la médiocrité de la nouvelle société telle que nous allons l'enfanter. On va pousser les individus vers leur malheur, et on va faire de leur malheur leur norme d'existence. C'est plus humain de leur vendre des cordes déjà nouées. Je le dis sincèrement. Mais aujourd'hui, on en arrive là. Et je pense que c'est le vrai sujet derrière ces gens qui, objectivement, en eux-mêmes, ne sont rien, qu'on soit en désaccord total avec eux, ce qui est le cas de l'humanité face à Laurent Alexandre, ou même en accord avec eux. Moi, j'ai toujours été très dur sur le bien-être animal. Mais je n'aime pas que la sentimentalité dévore la pensée. Tout simplement parce que pendant ce temps-là, le travail n'avance pas. Mais au-delà d'eux, ce sont les signes d'une société profondément malade. Parce que, à la fin des fins, soit on tranche le nœud gordien et là c'est la violence, soit on essaye de faire vivre, non pas le débat public, qui mettra des années à se remettre, mais l'usage de la raison, qu'il va falloir resocialiser pour arriver à avoir des individus équilibrés entre affect et intellect. C'est-à-dire d'abord de les aider à retrouver des capacités cognitives, donc de ne plus avoir des temps de cerveau disponibles à vendre à Coca-Cola, pour citer un sympathique, je crois que c'est Monsieur Lelay de TF1 qui avait dit ça, qui nous a délesté de sa présence, il a bien fait d'ailleurs, et de l'autre côté, par la chaleur d'un nous retrouvé, de penser petit à petit les plaies de l'individu hypermoderne, ce qui va être extrêmement lent. Quand on voit l'inappétence de l'individu hypermoderne pour l'idée de survie. Et ça, c'est une nouveauté tragique. On n'a jamais vu ça. À l'exception de quelques sectes gnostiques ou des trucs qui sont des micro-sociologies qui n'ont rien à voir. Et je pense que la libération psychologique de nos populations est un des véritables enjeux du XXIe siècle. Y aura-t-il encore des gens doués de raison quand ma fille se mariera ? Je ne sais pas. Et c'est une question qui me fait peur, à vrai dire. Qui me fait beaucoup plus peur que des domaines beaucoup plus techniques de la géopolitique ou de l'économie. Parce que ça, on peut infléchir. Mais la dégénérescence des individus, qu'elle soit biologique ou qu'elle soit
psychologique. C'est très très long. La seule chose, c'est que ça doit faire partie de nos réflexions, parce que la liberté est une aptitude psychologique et une aptitude de caractère. Si vous ne créez plus des hommes avec du caractère, et si vous ne créez plus des hommes avec des visions larges, parce que vous voulez la liberté vous la voulez parce que ça vient des tripes, mais vous savez ce qu'elle est parce que la raison vous le dit. Et donc il faut avoir des hommes qui ont à la fois du caractère et un minimum de choux. Je dis pas énormément, je dis un minimum. C'est un enjeu terrible. Et malheureusement, on n'est pas nombreux à vouloir parler de ça, parce que je reconnais que la pente est glissante. Mais quand je vois que maintenant le système a ouvert l'enfer de Dante et a libéré les dingues, et encore, c'est que le début. On ne sait pas ce qu'ils vont nous foutre dans la gueule. Mais ils vont nous en foutre dans la gueule, les dingues. Ils en produisent à l'échelle industrielle.